Bonjour à toutes et à tous. Donc, un grand merci au service culturel de nous accueillir dans ce lieu désormais mythique, la Chaufferie, puisque c'est ici qu'ont commencé les rencontres texto en 2012 déjà. Comme vous l'avez compris, c'est un cycle de rencontres mensuelles. Vous avez le programme du premier semestre tout frais sorti des presses. Donc vous verrez qu'une fois par mois sont organisées des rencontres sous différentes formes avec des auteurs et des autrices. La première forme est une performance poétique qui est organisée par nos collègues de lettres et de lettres modernes, ce dont nous les remercions chaleureusement. Ça vous prouve aussi qu'il s'agit d'un dispositif transversal entre plusieurs composantes et le service culturel. Nous travaillons aussi avec la bibliothèque universitaire. Dans le public se trouvent des étudiants issus de différentes formations, master métier du texte et de l'image, master politiques éditoriales notamment. C'est ouvert aux enseignants, au personnel de l'université. Et c'est une manière de rencontrer des auteurs en activité. Et précisément, Héloïse Brézillon publie son premier roman, c'est ça ? Premier livre de poésie. Premier livre de poésie, parce qu'il y a une dimension fictionnelle, voilà, mais dont vous aurez l'occasion de parler juste après votre représentation avec Christelle Coulot qui animera cet échange. Et bien entendu, les questions de la salle restent tout à fait possibles et même souhaitables. Alors, je vous laisse découvrir et nous allons apprécier cette œuvre inédite en live. Et je rajoute juste un petit mot à propos des personnes qui vont participer, parce que donc vous avez effectivement Héloïse qui est poétesse, qui non seulement publie donc ce livre, mais a aussi derrière elle toute une activité très importante sur la scène poétique, dans la mesure où avec Margot Ferreira, c'est le binôme Ginko et Galatée, qui a créé un podcast et une scène ouverte de performance poétique qui s'appelle Mange tes mots, hein, et que vous pouvez retrouver sur les réseaux et en live à Paris une fois par mois. Et donc, on a aussi la chance d'avoir aujourd'hui pour cette performance la présence du collectif sonore Brouhaha, qui avec Franck Weber et puis Alexia Charroux, et qui vont mettre en musique, mettre en son cet univers littéraire. Le groupe Brouhaha, en fait, c'est un collectif sonore qui fait de l'expérimentation. L'idée, c'est vraiment d'utiliser à chaque fois le son comme une passerelle, en faire un matériau qu'il s'agit de repenser. Ils ont fait des choses très très diverses, à la fois des participations dans le domaine du jeu vidéo, par exemple, ou de la réalité virtuelle ou augmentée, mais aussi dans le spectacle vivant, des siestes sonores dans la nature. Donc il y a vraiment une connexion entre ces éléments qu'on a tendance souvent à séparer, hein, l'aspect technologique et puis l'aspect beaucoup plus proche du vivant. Et plus récemment, ils ont davantage travaillé sur des performances artistiques avec des auteurs comme Alain Damasio, Sabrina Calvo. Et donc aujourd'hui, c'est Héloïse Brézillon dont on va entendre à travers ces différents modes de représentation complémentaires les premières pages donc, du livre T3M que vous pourrez découvrir après plus largement. Depuis quelques années, la parole se libère sur les violences faites aux femmes dans le cadre domestique. Ce dont nous parlons encore peu, ce sont des enfants invisibles, issus de ces foyers violents. Accouchés à même les cris d'une bouche, des bébés rouges baies écrasés qui tombent sur des balances et qu'on oublie dans les placards à côté des pots de confiture. Accouchés à même le silence de toutes les autres bouches. La mémoire est une carte. Une carte, c'est ce qu'on me dit, oui. Les orthographes en blouse sont formelles, elles répètent « La mémoire est une carte ».
Les têtes sont hochées comme des chiens en plastique sur un tableau de bord. Les yeux et les bouches se pincent, ça ne rigole pas, ça fronce les sourcils. Moi je dis, c'est improbable la mémoire, ça empile le temps en petits bouts informes, ça ne peut pas être une carte. Mais les blues parlent, elles reformulent. C'est comme un lieu en ruine, si vous préférez, un trou perdu en vous-même. Je traduis. Un rond de mégot sur le cerveau, tac, écraser le souvenir sur ta tête de blanc sans or. Ça laisse des traces. Elles acquiescent. Oui, si vous voulez, on peut voir ça comme ça. Puis elles expliquent encore, plus longtemps. Au début, je suis sceptique. Leur histoire me fait beaucoup de pelote à la tête, mais ça commence à faire sens maintenant. À faire direction. J'ai accepté d'utiliser T3M. C'est pour ça que je suis dans la salle qui sent la fraise de synthèse et le gel hydroalcoolique. Sous les fesses, le drap en papier touche bizarre, il couine si je bouge, et tous ces yeux en blouse, ça me met mal à l'aise. Après, il paraît que c'est une révolution. C'est vrai que depuis que leur truc est au point, on ne parle que de ça. Les gens essayent et ça fonctionne. Les gens tristes, ça va mieux. Les gens pas tristes, ça va mieux. Oui, l'automne 2039, tout le monde s'en souvient. Le monde aussi, ça va mieux. La machine qui précipite le siècle, de l'utopie ne reste que le topos. Les blues disent « Il y a des jours de ta vie qui accouchent des routes neuves en toi. Le goudron brille, le goudron sèche. Tout se fige et tu empruntes ces routes une fois, puis toujours, toujours les mêmes routes. Point de départ, souvenir, direction, présent. Et ça te comporte. Ça te comporte sans que tu ne le saches. Tu roules les jours à l'aveugle. Tu as un monde en toi. Un petit monde dont tu n'as jamais fait la carte. Et tu roules dedans, hors piste. Il faut la faire, la carte. C'est important. Pour ne pas être triste. Je demande comment ça marche et les blues répondent. T3M est une IA qui sait spatialiser la mémoire. Je comprends. Elle tire des traits, elle mesure des choses dans la tête, elle dessine des pointillés rouges, elle trouve les routes qui rendent triste et elle crée des déviations. Je dis, j'aimerais que ça aille vite. J'ai de la tristesse partout dans la bouche. Mais non, ça ne va pas vite. Les souvenirs sont des lieux grands comme la honte. Il faut prendre le temps de les arpenter avec des bonnes chaussures parce que si tu ne les connais pas, ces lieux-là te sculptent au couteau à huître. La lumière de fin de soleil raye la pièce. Sa chaleur tiède vient sentir ma peau, le soleil renifle l'appréhension de près. Les cartographes m'expliquent que pour permettre à T3M de faire son travail, la machine va commencer par chercher ma capitale, celle autour de quoi toute la carte se construit. Je ne comprends pas. Elle précise. Les maisons sont des métropoles, souvenez-vous vos maisons. J'hésite encore à faire demi-tour, mais je ne peux pas. J'ai attendu ce rendez-vous pendant tellement de mois, le silence de ma tristesse entravée à la gorge. Tout mon corps se souvient, le silence et le poids. Il y a de la lourdeur dans mes yeux, il faut aller au bout, pour la légèreté. Alors je rentre dans la salle baignée d'ombre. Je m'allonge dans le scanner de T3M. Je ferme les yeux. À la recherche de l'odeur terre humide des troglodytes, les feuilles de tilleul en toupie, les plantes et le miel dans la tasse. Ça y est, je vais abolir ma tristesse. La maison trou. La maison. Par la fenêtre née surbuée, l'herbe verte, vif, l'humide et la brume dedans sombre, la table immense, la table trop haute.
Chambre tout au bout du couloir, long couloir, en haut de l'escalier dans l'aile droite, opposé à l'aile gauche de la chambre des parents, en haut de l'autre escalier, après la pièce avec la moquette vieux rose qui touche la poussière sous la main petite. Ma chambre. Noir, le noir dilué par les nuages bas. Les arbres traits de charbon loin derrière les carreaux. L'absence brille sur le carrelage froid, propre. Poser le pied, une dalle sur deux, la salle d'eau, les toilettes, le monstre au fond qui va me mordre les fesses si je fais pipi, c'est sûr. Des bouts d'attente tout partout, au milieu des perles qu'on n'enfile que le dimanche quand maman n'est pas dans la voiture qui roule vers les patients, qui roule sur le verglas, le goudron troué, les chemins de terre cailloux, la voiture qui roule, ma maman et sa mallette, son stéthoscope partout, loin de la maison. Le vide sur le petit bureau, le vide sous la mezzanine, le vide dans les yeux, l'écho. Personne m'entend ma peur. La violence, trop. Les mailles de la peau percent. Se défiloche le corps dans l'attente du cri. L'éternité avant la chute couperait sec pour scinder les fils, la gorge. La violence abîme les corps, tissus. La petite fille, le doudou lapin qui est méchant avec le doudou souris, la petite fille l'appelle Cailly avec ses mains, elle fait lapin qui crie sur Cailly, lapin qui tape avec ses mots dans l'estomac de Cailly, Cailly qui vomit jusqu'à se faire un gros trou au nombril. Tous les soirs, au dîner, elle trouve matière pour son petit théâtre de laine. Tous les soirs, course-poursuite, le lapin chasse la souris avec sa voix crache, plomb. Avant de dormir, la petite fille passe la main dans le trou de Cailly et l'autre main sur son bidou en dessous le t-shirt. La violence, trop. Les ventres des peluches et des enfants. Pa, 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 pa. Toujours la même voix grave souffle pareillet les soirs d'hier. La violence termite, la brumoire. La maison. Dehors, la ville est toute tassée dans son manteau automne comme une vieille mamie à Chihuahua derrière son masque bleu, les yeux de la ville, la galaxie de fenêtres jaunes et puis dedans, les murs blancs, ces mous matelas, tout mous dessous des grandes couettes à poils plaides, les bras longs entremêlés au point de croix, tapisserie en bout de corps, l'odeur du coton, ses doigts sur le dos pour recoudre les trous. Ses yeux marrons s'emboguent, lèchent, ses yeux pleuvent sur mon visage, la fenêtre, je n'ai pas de peau qu'une guenille et c'est tout, passe ses doigts dessus, reprise, la pulpe lisse sur les côtes, c'est un petit voilier de main à l'abordage, un minuscule océan d'écume flotte sur son pouce, frôle et enlève tout le fragile entre les grains de beauté. J'ai oublié toutes les autres maisons, je ne sais plus leurs formes, leurs angles, leurs plâtres, les granules qui éraflent, j'ai égaré ma mémoire quelque part dans sa paume. Des queues me touchent, je sais plus les chemins vers le trou, les chemins que je connais par cœur, pourtant tellement j'y reviens, les mêmes GR flashback en boucle, les mêmes GR flashback mais son souffle dessus, et c'est la brume pour se perdre dans un torse. Son corps est le seul labyrinthe dont je ne veux jamais sortir. Parfois, c'est comme si maillage était possible entre les peaux. Bouche, parle, fond du crochet d'une lèvre à l'autre. Ensemble, on peut recoudre les trous-venir, se tricoter de quoi passer nos hivers immenses. Plongé dans la vapeur sombre, les cheveux, un ciel de Mars en giboulé sur la tête. C'est le temps qu'il faut aux éclaircies pour percer. Tu vois, je respire mal. Les mains en velcro, ça me fait respirer vite mal. Je sème mon souffle, je l'éparpille dans les replis, le passé tâche, mais
ramasser un présent respirable parmi les chutes. Les peaux ne sortent pas d'usine et nos patchworks se font à 4 mains. La maison. Bas étage et vue parking. Le balcon sur lequel on ne déjeune pas, on ne plante pas des géraniums, on ne prend pas le soleil, car l'orientation est nord, nord. Là-bas, tout mon corps est orienté nord. Les cendriers pleurent, les culs de joint brûlés jusqu'au toncar, la bouteille de vodka à 7,50, des cendres au fond, des monticules de canettes, des cendres au fond. Moi aussi, j'ai des cendres au fond des yeux, des poumons, des mains, de l'utérus, des cendres froides. Dans le parking, il y a la Peugeot. Dans l'évier, un mégot et une pâte gluante écoutée il y a 3 jours. Dans les enceintes premier prix, la techno-industrielle, la hard-tech, le Geber, mais le silence, il n'y en a pas, jamais. La Peugeot, hier soir, elle a fait chauffer le moteur, son pied au plancher. Moi, j'ai pas le permis, alors j'empêche la Peugeot de partir avec tout l'alcool dans le réservoir. Allongée sur le capot, la Peugeot. Les sirènes, des policiers, des ambulances, de la musique qui tape, 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 des petits clous dans mes tempes, et puis on rentre se coucher. Dans la chambre sépia, toujours sépia. Il a des mains, beaucoup de mains que je laisse faire. Au moins, il se coupe les ongles, c'est supportable. Parfois, c'est comme s'il y avait des peaux qui combinent mal. Comme si c'est Pierre Ponce et on se polit la peau jusqu'à se l'arracher, finir chair rouge au vent. J'ai dégouliné rouge sur beaucoup de garçons et de filles, sans peau. Seulement la chair, rouge, je vous dis. Plus rien pour contenir le corps, une môme passoire qui se déverse sur les trottoirs de Ménilmontant. J'ai collectionné les peaux des autres comme des couvertures pour cacher ma guenille. Des années à la croire dentelle, jolie ma peau usée. Ado, à la recherche d'une peau émérie où on apprend la tendresse orwellienne. Quand on grandit dans une maison trou, l'amour, c'est la violence. Mais si on remet le corps sur le métier, si on se rapièce, si on se refait une peau, un ouvrage tout neuf, on retrouve les bonnes définitions d'amour et de violence cachées dans les bobines de fil à repriser. La maison. Les rideaux orange. Le parquet miel, les peintures jaunes, le citron dans les tasses. Sous les lunettes, maman a 2 boules à électricité statique comme celles que je fabrique en techno avec Monsieur Lobu qui sent la vinasse au cours de 8h30. Il faut du soleil pour les yeux injectés grenadine d'après pleurs. Il faut du soleil dans l'estomac, des Kinder, des trésors Kellogg's et des plats Picard, tout ce qu'on n'avait pas le droit dans le trou. On se l'enfile sous le palais, on déballe les paquets plastiques, on lèche les sucettes, on mange les mains sales devant la télé, plus belle la vie, télécrochet, clip, tube de l'été 2003, et il n'y a plus personne pour les scandales. Plus personne d'autre que ma maman et moi. 2 astronautes dans un appartement spatial en bulle silence, on flotte main dans les mains, avec des miettes de soleil caramel aux commissures. Seulement, parfois le trou laisse encore l'estomac lourd. Maman statue de plomb sous la couette. Elle a encore des morceaux de projectiles calibre 9 mm dans la gorge. Ça serre et elle pleure la terre du trou sur ses joues rouges. Moi, j'ai 8 ans. J'ai faim. Je veux laisser à maman le temps de fondre pour qu'on flotte encore légère. Bientôt. Alors je fais des spaghettis. Le haut des spaghettis flammes. Je savais pas, moi, qu'il fallait les aider à fondre pour pas qu'ils brûlent. Comme ma maman. On flotte, et il y aura d'autres maisons pour nous. Des maisons collines,
des maisons falaises ou fjords, très haut, au-dessus du trou. Dehors, la ville est comme plus souple qu'avant. Elle a changé de goût. Les personnes font attention aux personnes. Moi aussi, je fais attention aux personnes, c'est nouveau. L'accès à T3M, remboursé par la Sécu, est sans doute pour quelque chose. J'avale un café tiède sur un banc à l'entrée. Le regard vague, absorbé par le caractère mementopos en cuivre mat sur la devanture. Le bâtiment pleure en végétal depuis les vitres et dessous, la file d'attente joue de l'accordéon. Il y a de la lenteur, belle, sur les visages. Tout le monde veut son rendez-vous pour le calme éternel, c'est normal. Dans l'ascenseur, je me demande si les émotions ont une forme. Au rendez-vous, les cortégraphes annoncent que le travail commence bien. Oui, les ancrages sont bons, on va pouvoir creuser plus profond, comprendre mes strates, faire le travail géologique. Après les maisons métropoles, les terres sans nom sous la croûte, les roches blanches de la mémoire, la cristallinité et le quartz diaphane. Elles disent, on n'oublie jamais, on enfouit. Je pense. La tristesse a la forme d'une grotte et l'odeur du vide. Les cortégraphes poursuivent. Le cerveau est une drôle de planète forgée dans le temps brut. Lorsque le corps vit la violence, les secondes ralentissent jusqu'au solide, jusqu'à durcir en fossile. On appelle ça la sédimentation du traumatisme. Les blouses hochent le menton, acquiescent, tassent la vérité du propos dans la moiteur de l'air. Elles ajoutent « Pour survivre, le cerveau enfouit le temps sous des couches et des couches de glaise. Pourtant, même prisonnière de la terre sèche, la violence est toujours là. Toujours là, quelque part. Dans la pièce, tout est lisse, sans angle ni coin sombre. Le tranchant de ce qu'on vient remuer ici suffit. Dans ma bouche, les restes de café collent avec l'angoisse. Elles disent « On peut mourir quand on a peur de la mort ». Elles affichent des graphiques et des courbes pour que je comprenne mieux. Devant une fin potentielle, l'amygdale envoie un cocktail cortisone-adrénaline tellement chargé que le taux d'hormones devient toxique pour le cerveau. On risque l'épilepsie, l'infarctus ou l'arrêt cérébral. Elle répète « On peut mourir quand on a peur de la mort ». Alors pour ne pas mourir, l'amygdale disjoncte, éteinte, diluée à coups de litrons d'endorphine. L'amygdale se déconnecte du circuit limbique, le circuit qui intègre les événements vécus à la mémoire. Alors, les souvenirs de violence restent là, petits fossiles bloqués sous les côtes. Une cortégraphe prend ma main. Sa peau est tiède, douceur contenue de la chair. C'est le moment. T3M va faire la carte de toutes les profondeurs de ma mémoire, à la recherche d'un fossile. Un fossile ancien, particulier. Pour voir son motif, il faudra briser la pierre d'un coup net. Les images vont affluer, lourd, submerger votre bouche. Un tourbillon de sable. Et pour ne pas s'étouffer, il faudra accepter leur aspect irréel. Les cortégraphes parlent vite. À cause des endorphines, le temps solide contenu dans le fossile est tout distordu, bancal, difforme, du temps fata morgana. Elle clarifie. Comme la mémoire ne pouvait plus faire correctement son travail, il ne reste du souvenir de violence que des informations sensorielles, sans connotation et sans douleur. C'est comme ça. T3M va collecter ces informations au cœur du fossile et saturer vos sens un par un, pour que nous puissions y voir plus clair. Ne vous étonnez pas, elles disent. C'est le protocole. La BMW E12 520
modèle 1980, carrosserie vert olive. Mémoire tactile. Le cuir, pince, la peau, petite jambe molle contre le siège. Le cuir banquette, ça tire les jambes. Le tissu de la jupe froisse l'enfance, sèche en microplis de temps et les pieds en pendule sur le vide, l'attente et le vide qui ne touche rien que le rien sous les semelles. Le cuir colle, la sueur coule aux tempes, emporte avec elle des bouts de gêne. Malaise liquide, la sueur colle au cuir, brûle la peau fine des enfants sans cornes, carapace encore. La petite fille est assise sur un volcan texture cuir. Le doigt sur la vitre cherche l'issue. Vitre unie et moite, le doigt glisse. Joint hermétique, plus bas, la bakélite noire, lave durcie, plus bas, la poignée qui se tire mais ne s'ouvre pas, la poignée qui se tire mais ne s'ouvre pas sur le ciel, ne s'ouvre pas sur la poitrine tiède de maman absence. La petite fille est assise sur un volcan texture cuir. Elle attend l'irruption. Mémoire olfactive. Avant de sortir de la BMW, les grandes mains calleuses ont écrasé la colère et la cigarette presque froide meurt dans la poudre d'asthme. La fumée de clope flotte au plafond, s'enroule dans les cheveux propres de la petite fille au teint de cendre. Les parfums d'épices, de patchouli, d'huile de coco suintent entre les rainures cuir crème du siège conducteur vide. L'automobile à l'étouffer sans le curry avec trop de piment. Les plantes médicinales chinoises qu'il faut boire derrière le frigo les après-midi. Longues comme ces 20 minutes toutes seules dans la BMW qui écœure la BMW. Elle sent le champignon lingzi, la racine de réglisse gankao, la racine de sophora, l'encens, le curcuma et le ginseng. Les plantes médicinales, c'est pour soigner l'asthme et pour fumer en roulant. La BMW brûlera ses lignes de goudron à 150 km/h sur le chemin maison-trou et lui fumera en roulant, fenêtre close. Mémoire thermoréceptive. L'air touffu a une texture de forêt dense. Passer les mains dedans, le nuage oragé dans l'habitacle. Une voiture éponge, gorgée de soleil à pleuvoir sur les joues. Ça pèse sur la gorge. L'air s'accompacte comme si la BMW était à la casse, comme si la BMW était dans la bouche d'un grappin à ferraille, déjà à 2 doigts de broyer les os petits. Une voiture micro-ondes. La peau tendue, gonfle, une pellicule de place ou vide prête à éclater, répandre l'enfant sur les tapis sales de la BMW. Mémoire auditive. Les caddies vrillent sur le parking mou. Brinque-ballés, les packs d'Heineken tressautent. Et les clink, clink, clink s'estompent. Les ongles, tap, tap, tap.
égrène l'attente sur la portière. Bzzz, bzzz, bzzz. Dehors, les bouches, tonalités sartoises, trop bavardes pour voir l'enfant derrière la vitre. Bzzz. Le frelon tape sa tête contre la lunette arrière, tape sa tête, vibre, zigzague, son corps, rayé ocre, noir, frappe la vitre pourvu qu'elle se brise. Bzzz, bzzz, bzzz. Tape sa tête contre, silence, tape sa tête, vibre, silence, marche au lieu de voler le frelon, la fatigue maquille ses ailes. La BMW, petite arène de corrida. Bzzz. Une seconde, et dedans, c'est tout le bruit du Big Bang, un cœur en expansion, off-beat. Dans la BMW, le frelon et la petite fille voudraient un trou d'air, un interstice où fuiter la peur pour ne pas être le premier à tuer l'autre. Mémoire gustative. Les briques de salive cimentées à la peur brute. Mémoire équilibroceptive. Vertige. Et la peau, c'est le cuir. La jupe en capot brûlant sur les cuisses molles. La tête vibre entre les ailes et les caddies et packs d'Heineken tessons sur les tempes. Dehors, les voix sartoises ouattaient fort. Il y a le tissu de la jupe dedans leur bouche. La BMW a les roues vers le ciel. La BMW prie pour un peu d'air. À genoux, piment dans les phares. La BMW tourne immobile sur elle-même. La petite a un frelon dans la gorge. Les doigts tremblent des frelons. Dans les ongles des frelons. Le cuir de la banquette de la peau de petite fille sous vide. La BMW prie pour un peu de frais. Des caddies roulent dans l'estomac et la langue est un cendrier. Des mégots écrasés aux papilles. Les lèvres vibrent, débordent un frelon. Papa, un petit tas de coriandre moulu quelque part, ne le voit pas, mais le sent. Sentir les plantes médicinales asséchées dans la barbe rousse sous le soleil de juillet. Le soleil repose sur le volant cercle, brûle l'œil de la petite est un frelon. Zigzag, gauche, droite, gauche. La lave coule sur le front et les pieds, un frelon. Les pieds secoussent, un frelon, un frelon, un frelon, un frelon, rupture. Un cerveau à frelon, l'agonie, puis l'endorphine, pour tout remettre à l'endroit. Mémoire proprioceptive. La petite fille sait son corps sur la banquette arrière de la BMW E12 520, modèle 1980, carrosserie vert olive sur le parking du Auchan, près de la rocade nord, dans la ville de Le Mans. Il y a un frelon sur la plage arrière. Elle le regarde joli, rayé de nuit et de miel. La petite fille sait son corps, mais ne sent rien. Merci. Merci beaucoup pour cette performance, pour cet univers sonore que vous avez concocté ensemble et qui vous ont permis aussi de découvrir, d'entrer un petit peu dans ce texte, d'entrer dans le livre, mais donc d'une autre manière. On va essayer maintenant d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion autour de ce texte, vous en présenter d'autres aspects, ou de les identifier, mais vous les avez déjà dans l'oreille. Donc j'aimerais commencer justement par cette idée de performance.
puisque justement vous avez eu la chance de bénéficier de ce regard-là particulier sur le texte. Et la première question est pour Héloïse Brésillon. Quand tu écris, finalement, est-ce que toi qui as l'habitude justement des scènes ouvertes, qui vit la poésie aussi par le biais de la performance, est-ce que tu écris déjà un peu à voix haute, ou est-ce que c'est plutôt le travail d'écriture qui va donner envie de passer ensuite à la performance? Non, les deux aspects sont insécables pour moi. Enfin, quand je travaille mes textes, je les lis à voix haute en écrivant. Je les entends aussi beaucoup dans ma tête. Mais je retravaille les phrases pour qu'elles sonnent bien à l'oral. C'est vraiment l'un va avec l'autre. Et les parties poèmes ont toutes déjà été performées et ont été d'abord créées comme des performances seules entre 5 et 10 minutes. Et après ont été assemblées pour faire le livre. Mais c'est vraiment l'un va avec l'autre, toujours. Et justement, dans cette articulation, qui est une articulation déjà assez fine entre l'écriture et la vocalisation, comment est-ce qu'on fait de la place à d'autres? Comment une autre approche par le son vient se greffer et se mêler finalement à ce projet? Là, c'est une question collective. Alors, comment est-ce qu'on fait de la place? Du coup, justement, ce qu'on a trouvé intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il y a beaucoup de place qui est faite au silence dans le travail d'Héloïse. Du coup, pour nous placer en tant que personnes qui font du son et qui accompagnent des performances vocales, c'était assez intéressant de se dire on va travailler aussi sur l'impact du silence et les trous. Et du coup, il y a tout un travail qu'on a fait ensemble de se dire c'est un travail à la fois d'écoute, à la fois d'accompagnement et d'écoute, où c'est pas le son au service de la voix au service du son, mais c'est vraiment un espèce de travail permanent on écoute ce que fait Héloïse, la voix d'Héloïse va déclencher certains sons, etc. Et voilà, et laisser une grosse place au silence. Donc vraiment, par l'écoute, en fait, je pense. Oui, un poète ou une poétesse qui s'exprime à l'oral, c'est finalement un peu le monde du livre qui vient dans le monde du son. Donc du coup, il y a plein d'échanges possibles là-dedans. Et c'est ça qu'on travaille. On travaille des outils artistiques qui nous permettent de communiquer. Voilà. Moi, je peux peut-être rajouter que tu dis comment on laisse de la place, etc. Mais ce qui est absolument très très agréable en travaillant avec Franck et Alex, c'est qu'ils laissent une place totale au rythme que j'ai pensé pour le texte. Et alors que dans d'autres performances que j'ai pu faire ou avec de la musique, le rythme de la musique va venir impacter la façon dont moi je dis le texte. Et là, c'est vraiment la façon dont j'ai pensé le texte. Et on vient se rencontrer. Il y a vraiment un truc où c'est une rencontre, une ligne précise. Mais il y a pas, on essaye d'avoir. Il y a des jeux d'influence, évidemment, mais qui sont pensés et voulus et qui ne sont pas subis. Voilà. Et cet univers sonore vient concrétiser aussi ce choix que tu as fait de la science-fiction, lui donner une matérialité, quelque chose qui vient s'ajouter. Est-ce que c'est aussi quelque chose sur quoi vous avez travaillé, j'imagine? Oui, alors il y a beaucoup dans le travail sonore autour du texte, quelque chose qui est de ne pas illustrer ce que dit le texte. Et donc d'aller trouver les interstices qui ne viennent pas trop en dire. Voilà, c'est le premier élément. Et l'autre élément par rapport à l'aspect science-fiction, il est plutôt lié à la question du lieu, c'est-à-dire que pour nous, les espaces écrits sont des espaces, finalement des localités, sont des lieux, et on est plutôt en train de travailler sur la question du lieu. Et de l'autre côté, en fait c'est ça nos deux espaces en fait. On travaille sur la question du lieu dans lequel le spoker, intervient, mais on travaille aussi sur la question de savoir, donc du rapport entre l'intériorité de ce qu'elle pense et de l'extériorité des personnes qui pourraient être autour d'elle. Donc il y a une forme de recréation un peu abstraite
de l'espace du récit. Ouais, et ce qui est hyper intéressant dans les écrits d'Héloïse, c'est justement cette espèce d'interstice entre le rapport à l'intime et la science-fiction. Et c'est pour ça que nous, en termes d'échange, c'est aussi assez intéressant, puisqu'il y a plutôt Franck qui vient poser des lieux, alors que moi, je viens comme faire une empreinte de la voix d'Héloïse et du coup plus être dans des formes d'expression d'intensité, de l'intériorité de la personne qui parle dans les souvenirs. Et voilà. Et du coup, la science-fiction, elle passe sans doute essentiellement par le texte. Et voilà, moi, la science-fiction, j'ai toujours adoré la science-fiction et j'ai toujours fait de la poésie. Donc il a fallu un moment que je trouve un moyen pour faire les deux en même temps, parce que j'arrivais pas à concevoir de faire ces deux choses-là séparément. Et du coup, la science-fiction, elle m'a permis plein de choses en fait dans le livre. Comme je disais tout à l'heure, du coup, les parties poèmes sont nées à partir de performances, donc d'abord par le fait de passer par la scène, et les parties science-fiction, c'est la première fois que je les lis en fait en public aujourd'hui. Et je les ai pas du tout pensées de la même façon, je les ai pas pensées pour être lues nécessairement à la base, mais là j'ai trouvé ça super de le faire. Voilà, mais du coup la science-fiction, elle m'a permis en fait de dépasser le truc du livre de poésie qui est un recueil de poèmes, c'est-à-dire où on prend des poèmes qu'on a écrits pendant un certain nombre d'années, qu'on va mettre dans le livre, et puis on va essayer de leur trouver un ordre cohérent et faire un livre avec, et ça me satisfaisait pas en fait. Vu que je passe par la scène, je voyais pas l'intérêt de juste mettre des performances dans le livre. Parce que pour moi, elle passait d'abord par la voix. Et du coup, cette science-fiction, elle m'a permis de structurer le récit et aussi de vulgariser des éléments sur la violence systémique, sur la violence, comment la violence impacte le cerveau. Voilà, ça m'a permis aussi de m'écarter un petit peu de choses qui pourraient être un peu chiantes à raconter en fait en vrai. Et en passant par l'univers de la science-fiction, par cette machine, ça me permet de faire un petit pas de côté, un petit détour et d'expliquer des choses qui sont relativement complexes, mais par cet univers en fait. Donc on voit déjà à travers ces réponses tout ce que la science-fiction apporte comme perspective. Et du point de vue du dispositif narratif, on dirait dans la manière dont tu avances les choses qu'il y a un petit bémol qui est apporté. Ça commence avec l'idée d'une utopie, d'une machine qui va pouvoir guérir la tristesse, qui va pouvoir changer le monde finalement. Mais dans la postface, tu indiques que toute utopie est rattrapée par la dystopie et que le risque, c'est le risque d'une récupération. Si une telle machine existait, on n'en ferait pas forcément le meilleur usage. Et donc, je me demandais, d'un point de vue vraiment narratif, est-ce que la science-fiction permet aussi, malgré ce risque ou cette méfiance-là, d'ouvrir des perspectives, d'aborder le trauma aussi par le biais d'une échappée possible? Ouais, c'est ça, c'est la volonté de montrer un possible, qui est différent de la manière dont on vit les choses actuellement. Mais c'est parti d'autre chose. En fait, ça fait très longtemps que j'écris sur mon enfance et ce qui m'est arrivé dans mon enfance, etc. Et j'ai beaucoup été sur scène, dire ces choses-là. D'abord pour me faire du bien à moi. Parce que monter sur scène et délivrer ça, c'est aussi une manière de le laisser sur scène et puis pas repartir avec. Et en fait, il y a un moment où je me suis rendu compte qu'en tant que personne qui prend la parole sur scène, on a une espèce de responsabilité quand même dans ce qu'on délivre. Et moi, la responsabilité que j'ai voulu prendre, c'est de dire que c'est possible de guérir des effets de la violence systémique. Voilà, donc c'est pour ça que c'était très important pour moi de partir sur un aspect utopique. Et après, j'ai fait le choix, oui, à la fin, de rompre un peu complètement l'aspect fictionnel, de le casser en dernière page pour dire que c'est pas exactement comme ça que ça se passe et que si ça se passait comme ça, ce serait effectivement sans doute récupéré et qu'on serait... Et justement, aujourd'hui, on est un peu dans une économie, en tout cas sur les scènes de poésie, il y a énormément de gens qui viennent porter des paroles qui sont assez difficiles, assez lourdes, ce qui est très très bien parce que ça crée des espaces d'écoute, des espaces où se lier, comprendre qu'on n'est pas tout seul. Mais il y a un peu
ce truc de on vit la violence de la société, on va sur scène, on s'en débarrasse pour nous, et en fait on change rien. Donc on est dans cette économie-là, on vit la violence, on va s'en réparer à titre individuel et on s'en va. Et moi j'avais envie de dépasser cette économie-là et de rentrer dans quelque chose plus de l'ordre de l'espoir et de dire que c'est possible de sortir de ça, c'est possible d'arrêter d'être traumatisé si on change la manière dont ce système opère et dont il nous violente. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette ouverture à la fin qui est délibérément politique et que c'était important pour moi de dire que en fait, ce qui se passe avec la machine, ce qui se passe avec T3M, ça peut déjà exister aujourd'hui d'une certaine mesure, mais que la machine ne suffit pas. Et qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, ce qu'il faut changer. Je reviendrai un peu plus tard sur la question de la dimension politique, mais je voulais rester là sur cette dimension presque thérapeutique. Il y a ce clin d'œil au départ avec la dédicace à ta psychiatre. Et puis l'idée aussi que à travers l'écriture, le texte tissu, le dictionnaire qui va donner les bonnes définitions, vous l'avez entendu tout à l'heure, on dirait que le fait d'écrire va avoir vocation éventuellement à soigner, à réparer. Est-ce que effectivement on pourrait dire que le véritable protocole T3M c'est celui de l'écriture, ou est-ce que c'est un peu exagéré? Non, je ne l'avais pas exactement conscientisé comme ça moi, mais par contre quand tu le dis, je trouve ça assez juste. Je pense que c'est à peu près ça. En plus, vu que j'ai écrit les poèmes d'abord et que je suis venue ensuite rajouter T3M, c'est comme si j'avais déjà fait le chemin avec les poèmes et que je racontais ensuite. Voilà, donc ouais, je trouve ça pertinent. On m'a dit qu'on a très peu de temps, donc je vais sauter à pieds joints sur garder juste quelques petites pistes, quelques questions. Un petit détail tout d'abord, que vous n'avez pas remarqué à la lecture, puisque c'est des choses que tu n'as pas dites. Un certain nombre de pages, de souvenirs, de fragments mémoriels sont répertoriés par des coordonnées GPS. Et quand il est question de cartographie, forcément, ça interroge. Et je me demandais si le fait d'indiquer comme ça des lieux extrêmement précis, de plaquer cette carte géographique sur la carte mentale, est-ce que c'était plutôt une manière d'essayer d'objectiver ce qui est raconté, ou est-ce que c'est plutôt, au contraire, une façon de pointer vers quelque chose de personnel, d'autobiographique? Je sais pas pourquoi je les ai mis en fait. C'est une très très bonne question. Effectivement, je les ai pas lus parce que ça aurait été un petit peu long et pénible de lire des coordonnées GPS, mais c'était une manière pour moi sans doute de retracer les lieux et de sortir de la mémoire, d'aller dans quelque chose de concret, d'aller sur le territoire. Et après, c'est vrai qu'il y a tout ce truc de la cartographie mémorielle et de l'accès de le redoubler avec une cartographie réelle, tangible de ces endroits où en fait les souvenirs ils sont ancrés dans le corps, mais ils sont aussi ancrés dans des lieux. Donc le fait de retourner sur ces lieux, c'est aussi une manière de réactiver la mémoire du corps et de faire travailler toute cette mémoire-là. Donc je pense que je les ai mis pour moi, je crois. Voilà, donc peut-être plutôt la deuxième proposition sur le fait que c'est axé sur quelque chose d'autobiographique avec des endroits très précis. Et peut-être aussi, après il y a des gens qui vont les chercher, quoi. Après dans le livre c'est plus chiant, mais quand tu as le PDF, tu peux aller chercher les lieux, ça amuse les gens d'aller voir un peu où ça s'est passé. J'avais une autre question à propos d'un élément qui était indiqué, je crois, dans la présentation de ton livre. Donc, je ne sais pas déjà si c'est quelque chose à quoi tu adhères, mais l'idée que ce projet visait aussi à représenter la violence à hauteur d'enfant. C'était ça l'expression. Et donc, est-ce que c'est effectivement ton projet de faire ça? Et comment est-ce que tu as essayé de restituer ce point de vue? Je pense à des choses comme le recours aux sensations, le travail sur des expressions imagées qui sont prises au pied de la lettre, au sens littéral. Est-ce que, voilà, quelle est ta manière de faire? C'est moi qui ai demandé à rajouter à hauteur d'enfant dans le truc. Justement, ça y était pas, et c'est très important pour moi. Parce qu'en fait, ça c'est tout le point de départ du livre aussi, c'est que c'est ce qui a été diffusé au tout début de la performance, c'est de dire que on a
il y a une parole qui se libère sur les violences qui sont faites aux femmes et aux personnes sexisées dans le cadre domestique. Et je trouve, en tout cas, et c'est en train d'arriver, en vrai, voilà, mais je trouve qu'on parle moins des enfants qui sont invisibles, que j'appelle les enfants peau de verre, du coup, qui sont invisibles et qui sont cachés dans ces foyers violents. Et souvent, on pense que les enfants sont là sans être là, enfin, qu'ils ne comprennent pas tout parce qu'ils sont enfants, mais en fait, non, ça laisse des traces très pérennes sur des enfants qui sont juste témoins, parfois. Qui vivent aussi parfois de la maltraitance et de la négligence, mais parfois qui sont juste témoins. Juste le fait d'être témoin de ces violences, c'est déjà un impact. Et en fait, ça nous construit une normalité, et cette normalité, on peut la reproduire. Donc c'est très important pour moi que ce soit fait à hauteur d'enfant, parce que je pense que cette histoire de domination adulte-enfant, c'est un nœud extrêmement important dans lequel il faut aller chercher pour comprendre les violences systémiques et comment elles se reproduisent en fait de famille en famille, de cycle en cycle. Voilà, donc après, au niveau plus de l'écriture, pour aller à hauteur d'enfant, là, je me suis plongée dans mes souvenirs à moi, donc j'en ai parlé comme je me souviens que je les ai vécus. Donc voilà, j'ai pas cherché à travailler une voix d'enfant, c'est la voix d'enfant qui était déjà là, qui s'est exprimée. Tu as parlé à l'instant de cycle, et effectivement, on a l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on passe de quelque chose qui est un parcours vraiment personnel, individuel, à un élargissement progressif, à la fois vertical dans la succession des générations qui reproduisent ou qui transmettent des héritages, et puis un élargissement horizontal dans la mesure où beaucoup de personnes sont concernées, vivent des histoires un petit peu parallèles. Le texte se termine sur le mot « ensemble ». Est-ce qu'effectivement l'objectif se déplace? Est-ce qu'on passe de l'idée de guérir une tristesse personnelle à plutôt un combat collectif? Ouais. C'est exactement le chemin que j'avais voulu faire prendre au livre. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, de à un moment sortir de cette économie de nos violences individuelles, de nous réparer individuellement et sortir de ça pour aller vers un nous et ensemble essayer de penser les cycles de violence, comment chacun on est acteurs et actrices aussi des violences que subissent les autres, voilà, c'est pas si binaire que les personnes qui vivent la violence et celles qui la produisent. On est dans un tissu interconnecté, voilà, et effectivement, j'utilise mon histoire personnelle pour faire passer ce truc-là, mais effectivement, plus on avance, plus je veux m'en détacher déjà pour moi, et puis ensuite parce que c'est limite pas ça qui est important. Parce que j'utilise des souvenirs personnels pour montrer comment fonctionne la violence dans le cerveau. Par exemple, ce que j'ai vu tout à l'heure sur la BMW me permettait de faire comprendre comment, quand on est en train de vivre un souvenir traumatique, le cerveau frise et passe sur un générateur de secours et nous met en état de sidération, dans un type de mémoire qui est plus historicisé, qui a plus de douleur et qui permet de comprendre en fait vraiment comment la violence s'inscrit en nous. Donc voilà, donc j'ai utilisé un souvenir personnel, mais c'était pour faire passer ce truc-là. Donc j'ai utilisé mon histoire, mais pour transmettre quelque chose et pour aller effectivement vers l'extérieur, pas pour rester sur moi. Dans l'idée de porter comme ça une parole, un discours personnel, mais aussi plus large, on voit que beaucoup d'écrivaines ou d'écrivains en fait abordent ces questions qui tournent autour de la violence avec souvent une parole assez blanche, une écriture assez neutre, quelque chose qui semble presque aller vers le documentaire. Et toi, au contraire, tu as une façon d'écrire qui est extrêmement travaillée, dans laquelle il y a énormément de jeux sur les sonorités, sur les images, il y a des grandes métaphores filées, des effets de décalage syntaxique, de rythme syncopé, etc. Quel autre chemin en fait cette écriture plus travaillée peut apporter, qui soit complémentaire à ces témoignages plus neutralisés en fait. Je pense que ça participe du même truc que je disais avant, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire n'est pas juste de témoigner mais de transformer, et donc je pense que le style, l'écriture, la manière dont on agence les choses, le geste artistique qu'on produit est déjà une forme de transformation de la mémoire, est déjà un endroit de déplacement. Et après, effectivement, c'est complémentaire, et c'est aussi le fait que j'écris de la poésie, et que la poésie, c'est souvent plus travaillé que des formes de témoignages
et d'écriture plus blanche, mais que j'apprécie aussi et qui propose pas exactement la même chose, je crois. Voilà. Et la dernière question, j'avais dit qu'on reviendrait à la politique. Donc, T3M porte un discours qui est un discours engagé, des positions inclusives, féministes, des choses qui rappellent aussi d'autres ouvrages qu'on voit sortir sur la culpabilisation. Ça fait penser à l'ouvrage de Mona Chollet qui est sorti récemment. La transmission d'un héritage féminin destructeur. On avait accueilli ici Maria Bourchet qui nous avait parlé de ça il y a 2 ans, je crois. Et puis Mange tes mots est aussi un collectif qui est engagé, qui a participé à plusieurs mobilisations pour contester certains choix de la poésie institutionnalisée. Voilà. Est-ce que, effectivement, pour toi, la poésie est forcément une poésie militante, engagée ? Je ne sais pas si je dirais que toute poésie est forcément militante. En tout cas, je pense que toute poésie est politique, même celle qui se revendique ne pas l'être. Je pense que revendiquer une poésie qui n'est pas politique, c'est déjà un positionnement politique. Et voilà, donc ça, c'est un truc sur lequel, effectivement, avec Mange tes mots, on est vraiment là-dedans en fait, de dire que chaque personne qui écrit, qui prend la parole à un endroit donné, est une personne située, qui a un savoir situé. C'est une expression de Donna Haraway. Et qui donc regarde le monde avec un certain regard. Et moi, c'est pareil, c'est important pour moi de me situer quand je parle, et je situe les gens aussi quand ils me parlent. Et du coup, le fait d'écrire et de venir dire et de prendre la parole dans un espace, c'est jamais anodin, et ce qu'on dit n'est jamais anodin, et le produit de notre histoire, le produit de notre façon de voir le monde. Et c'est des choses que je trouve intéressantes à conscientiser pour lire les textes. Et voilà. Et c'est vrai qu'avec Mange tes mots, on essaie d'être un espace où on laisse la parole à toutes les personnes qui veulent la prendre. C'est une scène complètement ouverte, on ne fait pas de sélection, c'est vraiment les premières personnes qui nous écrivent qui prennent les places. Et on essaye d'être un lieu qui soit suffisamment cocon et bienveillant pour accueillir des paroles qui, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas forcément faciles, mais qui permettent de libérer des paroles sur différents sujets qui sont hautement intimes et politiques en même temps. Merci beaucoup. Peut-être que dans le public, il y a des questions sur le livre, sur la performance, sur différents aspects de ce que vous avez vu et entendu. Merci beaucoup. Alors merci d'abord pour cette performance et cette expérimentation. C'est la première fois que vous collaborez ensemble ou... Il y a une lecture qui est... C'est la première fois qu'on présente devant du public. D'accord. Voilà. On est honorés de constituer ce public, justement. Mais ma question concernait... Alors, c'est indirectement en lien avec votre œuvre. C'est plus la scène poétique que vous évoquez. J'en parlais justement avec les étudiants du Master 1 politique éditoriale ici présents. Et hier, avec une éditrice, apparemment, il y a un renouveau de la poésie de façon assez improbable, vu qu'elle était devenue très confidentielle au cours des dernières décennies. Il y a un renouveau de la scène poétique, dont vous êtes l'une des actrices et actives, justement. C'est vraisemblablement lié à cette dimension engagée dont vous venez de parler. Comment vous expliquez ça ? Pourquoi est-ce que ça passe par la poésie, justement, le besoin de partager ces discours situés, ces témoignages ? Voilà, pourquoi cet art littéraire ? Pourquoi ce courant littéraire ? Genre, pardon. Déjà, oui, effectivement, il y a un renouveau qui se constate même sur les ventes, sur les chiffres de vente. La poésie, le secteur éditorial, apparemment, qui est le plus en expansion, a-t-on dit. Même si on part de loin, donc on ne vend toujours pas beaucoup de livres, mais on augmente, c'est déjà pas mal. Et pourquoi la poésie ? Parce qu'en fait, quand on me pose la question, c'est toujours un peu comme ça que je l'explique. C'est une forme qui est facilement accessible pour des personnes qui n'ont pas forcément de formation artistique. Ou, voilà. C'est un truc où tu prends une feuille, tu prends un stylo, tu écris 10 lignes, et ça peut déjà former le début d'un poème ou même un poème entier. Donc c'est très facile à appréhender comme forme artistique, et on a un résultat qui est assez rapide. C'est pas du tout le même investissement que d'écrire un roman. Je suis en train d'écrire un roman en ce moment, et
ça n'a strictement rien à voir. Là, par exemple, je suis partie de forme courte et puis après, je suis allée vers un livre, mais écrire un roman, c'est pas le même type de travail du tout. Donc je pense qu'il y a ce truc de l'accessibilité, et ensuite il y a les scènes ouvertes qui permettent de le dire, donc qui permettent de ne pas rester seul aussi, qui permettent d'avoir un endroit où il suffit juste de t'inscrire et tu peux venir dire ce que tu veux en fait, à un micro. Donc ça c'est un endroit de liberté d'expression que moi je trouve très précieux. C'est pour ça que je me suis engagée dans l'organisation de ce type de format et de lieu. Et voilà, donc je pense qu'il y a l'accessibilité, la facilité de prise en main, le fait qu'il y ait de plus en plus d'endroits où venir partager, se lier ensemble. Voilà, et effectivement il y a énormément de scènes qui ouvrent partout en France et c'est trop génial. Et puis d'ailleurs, il y a aussi un stand-up poétique ici, pas sur ce campus, mais à Bobigny. Donc nous sommes aussi engagés dans ce renouveau. Trop bien. Et est-ce que, Christelle, on peut considérer que c'est le mot de la fin avant de passer au buffet, peut-être? Oui, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle. Quelqu'un a une idée entre-temps? Non? Merci beaucoup encore une fois à vous trois pour nous avoir offert cette belle performance. Et donc, c'est à l'heure du buffet. Merci.